À chaque conflit majeur, ses symboles. Ainsi, l'utilisation d'armements modernes, comme l'artillerie lourde, la victoire grâce à l'industrie et la logistique, et l'enterrement dans les tranchées, semblent tout droit désigner le premier conflit mondial. À moins que ce dont je vous parle depuis quelques instants soit bien différent. Car la Première Guerre mondiale eut ses précurseurs, en particulier un conflit aujourd'hui peu connu, mais qui fut l'événement majeur pour toute une génération, en tuant pas moins de 750 000 soldats. C'est la guerre de Crimée de 1853. Pour comprendre la guerre de Crimée, il faut d'abord parler d'un sujet joyeux, doux et pas du tout source de conflit, la religion. Il faut en effet saisir la différence entre le catholicisme et l'Église orthodoxe. Pour cela, il faut remonter 800 ans en arrière, en 1054. Cette année-là se déroule le grand schisme d'Orient. Grosso modo, à l'époque, la chrétienté est administrée par 5 personnes, que l'on appelle des patriarches. À chaque patriarche sa ville. Il y en a un à Alexandrie, un à Jérusalem, un à Antioche, un à Constantinople, et enfin un à Rome. Or, ce dernier se considère un peu comme le dirigeant de tous les autres. Bien sûr, cela déplaît fortement aux 4 premiers. Ces tensions de pouvoir entraînent querelle sur querelle, excommunication sur excommunication, jusqu'à ce que les patriarcats d'Orient finissent par se séparer définitivement de Rome pour former l'Église orthodoxe actuelle. Vous avez donc 2 religions en opposition. Attendez, en voilà une troisième. Si vous regardez le territoire orthodoxe, vous sentez bien que toute cette zone ne va pas rester sous domination chrétienne très longtemps. Et en effet, l'Empire arabe puis l'Empire ottoman vont enraciner l'islam dans la région. En particulier, ce dernier connaît une expansion importante sur le continent européen, les Turcs et leur formidable armée posant en 1529 le siège devant Vienne. L'Empire ottoman est alors à son apogée. Voilà donc dans les Balkans et le Proche-Orient les 3 religions dont la rivalité va être primordiale dans la guerre de Crimée. Mais revenons au XIXe siècle. Le monde a alors bien changé. Là où les Ottomans étaient de fiers conquérants, inspirant la peur à tous leurs ennemis, ils sont maintenant un empire complètement décadent. Mais un empire décadent, très bien entouré, car il a comme voisin un empire, lui, en pleine expansion, l'Empire russe. Bien sûr, celui-ci ne se dérange pas, en challengeant de temps en temps les frontières turques. Sans grand risque d'ailleurs, car en 100 ans, il y eut 5 guerres russo-turques, pour 5 défaites ottomanes. Mais la Russie n'est pas qu'un pays ambitieux. C'est aussi un État orthodoxe. Et elle compte bien protéger ses coreligionnaires sous le joug musulman. Quand les troupes russes défont encore une fois les Ottomans en 1774, on signe le traité de Koutchouk-Kenardji, qui, du point de vue des Russes, leur donne le droit de protection des chrétiens, et en particulier des orthodoxes de l'Empire. Ainsi, les Russes interféreront de plus en plus dans les affaires ottomanes, lorsqu'ils considéreront que leurs coreligionnaires sont menacés. Au diable, la souveraineté ottomane. Il faut dire aussi que les Ottomans avaient une position de choix qui ne pouvait qu'attiser l'appétit des Russes. En effet, la capitale ottomane, Constantinople, s'étend de part et d'autre du détroit du Bosphore, qui fait le lien entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Et cette voie maritime va devenir une obsession pour les Russes, et ce, pour 2 raisons. La première est militaire. En effet, la Russie se veut une grande puissance, avec donc une grande marine. Mais comment faire quand celle-ci se trouve bloquée par la glace, en mer Blanche, 6 mois de l'année? La solution, placer une flotte sur une mer plus chaude, à savoir la mer Noire. Mais alors il faut être bien sûr que les détroits restent ouverts, car sinon la flotte n'est destinée à voguer que sur un grand lac certes, mais un lac quand même. Mais le détroit est aussi vital à l'économie russe, car là où l'exportation de bois et de fourrure par le nord du pays ne rapporte plus assez, le commerce entre les régions sud et le Danube avec le reste de l'Europe est florissant.
Et quand on parle d'argent au XIXe siècle, un État est à peu près toujours là, c'est le Royaume-Uni. Pour accroître leur balance commerciale, les Britanniques sont prêts à tout. Ils ouvrent donc des États économiquement faibles au libre-échange, et, s'il le faut, en les menaçant des canons de leur flotte. Profitant de leur vulnérabilité, ils détruisent de fait l'industrie locale, rendant ces pays dépendants de la couronne anglaise. L'Empire ottoman est l'un de ces États. Au XIXe siècle, c'est, pour les Anglais, un marché en plein essor. Et l'Empire russe, qui menace ce précieux partenaire, a aussi le mauvais goût d'être un concurrent notoire dans le commerce en mer Noire. Tout pousse alors les Britanniques à se faire défenseurs de l'indépendance ottomane. Comment ? En interférant eux aussi, à la place des Russes, dans les affaires internes de celui qu'on appelle déjà l'homme malade de l'Europe. Et la religion dans tout cela ? Si vous croyez qu'en 800 ans, les orthodoxes et catholiques ont apaisé leurs esprits, vous vous trompez gravement. La tension est particulièrement importante en Terre Sainte, là où les lieux de pèlerinage se trouvent. Malheureusement, les deux religions en partagent certains. C'est le cas de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, lieu de première importance qui est visité par un nombre toujours croissant de pèlerins. En 1846, Pâques tombe le même jour, et pour les orthodoxes et pour les catholiques. Une question cruciale se pose alors. Qui sera le premier à célébrer la messe ? Les orthodoxes arrivent les premiers, ce qui énerve passablement les catholiques. Une bagarre s'engage alors, et tout sert de projectiles. Bougies, calices, encensoirs. L'autorité ottomane musulmane est même obligée d'investir le lieu pour rétablir l'ordre entre les chrétiens. Bilan de cet risque, 40 morts. Bref, la tension religieuse ne va qu'en s'aggravant. Pire encore, les églises sont soutenues par certains États. On a vu que les orthodoxes avaient les Russes, mais qu'ont les catholiques. C'est là que la France intervient. La France a en effet depuis de nombreux siècles entretenu des relations privilégiées avec l'Empire ottoman. Cela lui a permis de faire signer la capitulation de 1740 qui lui donne le droit de protection sur les chrétiens de l'Empire. Mais la France, en ce milieu de siècle, n'est pas motivée principalement par les questions religieuses, car ce qui l'anime par-dessus tout, c'est la politique de son nouveau régime. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut parler du 22 juillet 1832. Ce jour-là, dans le palais de Schönbrunn à Vienne, meurt le duc de Reichstadt. Me direz-vous, qu'importe. Mais pas du tout, car le jeune homme de 21 ans qui vient de mourir est l'unique enfant de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon Bonaparte. Ainsi, vient de s'éteindre l'unique descendant direct de l'empereur des Français. Où donc trouver un nouveau prétendant au trône impérial ? Accrochez-vous, c'est un petit peu complexe. Napoléon, avant son mariage avec Marie-Louise, avait eu une première femme, Joséphine de Beauharnais. Veuve d'un noble décapité sous la Révolution française, elle avait eu 2 enfants, un garçon et une fille prénommée Hortense. Comme le pouvoir est une question de famille chez les Bonaparte, cette dernière est mariée avec un des frères de Napoléon. Avec lui, elle a 3 enfants. Le premier meurt en bas âge, le deuxième meurt dans les troubles qui précèdent la guerre d'unification italienne. Le troisième, aux surprises, vit. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Il va être formé par sa mère qui voit en lui, à juste titre, le prochain empereur. Ainsi, elle lui inculque son futur combat, à savoir le rétablissement de la France sur la scène politique européenne. En particulier, s'il y a bien une chose humiliante pour la France en ce milieu de siècle, c'est le traité de Vienne de 1815. Celui-ci a en effet déplacé le titre de puissance politique du continent européen de la France vers la Russie. Il s'agira donc d'enterrer ce traité et par là même la prépondérance russe. Mais comment faire loin du pouvoir ? Louis-Napoléon va avoir de la chance. Car en 1848, la France est comme en 1830 et en 1789, elle est en révolution. Elle met à la porte son roi et la Deuxième République est proclamée.
Il faut donc élire un président. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui gagne le scrutin. Mais il semblerait que, décidément, le poste de président ne suffise guère à un Bonaparte. Le 2 décembre 1851, un coup d'État a lieu et, un an plus tard, le Second Empire est proclamé. Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Les catholiques d'Orient ont leur protecteur. Voilà donc, à la veille de la guerre de Crimée, trois puissances qui, pour des raisons diverses, pèsent de tout leur poids sur un État en décrépitude. La poudrière est prête, il ne manque plus que le briquet. Cette flamme, ce sera la religion. Les catholiques, bien moins nombreux que les orthodoxes en Terre Sainte, se sentent menacés. Ainsi, la France entame de longues négociations avec le gouvernement ottoman afin de les défendre. Celles-ci eurent en novembre 1852 de maigres résultats, les catholiques n'obtenant que les clés de certains lieux saints, précédemment exclusivité des orthodoxes. Ainsi, comme nous l'avons dit, des résultats bien pauvres. Mais pas pour les Russes, qui y voient une atteinte à leurs droits. Cela touche particulièrement le tsar de l'époque, Nicolas Ier, très attaché à ses liens avec les orthodoxes. Et son comportement va être une des raisons majeures du déclenchement de la guerre. Pour négocier le retrait des concessions ottomanes, le tsar envoie à Constantinople le prince Menchikov. Vétéran des guerres napoléoniennes et russo-ottomanes, il a la particularité d'avoir été castré lors d'une bataille contre les Turcs. Bref, le parfait diplomate a l'esprit conciliant. Et diplomate, Menchikov ne le fut pas, mais alors pas du tout, enchaînant les provocations. Par exemple, alors que le gouvernement turc le reçoit, il apparaît en tenue civile et non d'apparat. En parallèle, les demandes politiques de la Russie étaient tout aussi intolérables que la conduite de son corps diplomatique. En effet, Menchikov avait pour ordre d'obtenir des Turcs des droits d'une telle ampleur qu'il lui revenait à faire de ceux-ci les vassaux de Saint-Pétersbourg. Bien sûr, les Turcs refusèrent. Chacun des camps humiliés, les relations diplomatiques sont rompues le 21 mai 1853 et le 24 juin de la même année, la guerre est déclarée.